Lecture de l'ouvrage Métapsychologie, paru en 1840 de Sigmund Freud. Chapitre 2. Le refoulement. Un destin possible, pour une motion pulsionnelle, est de se heurter à des résistances qui cherchent à la rendre inefficace. Selon des conditions que nous allons maintenant étudier de plus près, elle arrive alors en situation de refoulement. S'il s'agissait de l'effet d'une excitation externe, la fuite serait évidemment le moyen approprié. Mais dans le cas de la pulsion, la fuite ne peut servir à rien, car le moi ne peut s'échapper à lui-même. Plus tard, le rejet par le jugement, c'est-à-dire la condamnation, s'avérera être un bon moyen contre la motion pulsionnelle. Un stade préliminaire de la condamnation, un moyen terme entre la fuite et la condamnation, tel est le refoulement. Le concept ne pouvait en être formé dans un temps antérieur aux recherches psychanalytiques. La possibilité d'un refoulement n'est pas facile à déduire en théorie. Pourquoi une motion pulsionnelle devrait-elle subir un tel destin ? Il faut ici que soit manifestement remplie une condition. L'atteinte du but pulsionnel doit procurer du déplaisir au lieu de plaisir. Mais c'est là quelque chose de difficile à concevoir. Il n'existe pas de telle pulsion. Une satisfaction pulsionnelle est toujours plaisir. Il faudrait donc admettre des circonstances particulières, un processus quelconque par lequel le plaisir de satisfaction est transformé en déplaisir. Pour mieux délimiter le refoulement, examinons quelques autres situations pulsionnelles. Il peut arriver qu'une excitation externe, par exemple en corrodant et détruisant un organe, devienne interne et qu'ainsi naisse une nouvelle source d'excitation constante et d'augmentation de tension. Elle ressemble alors largement à une pulsion. Nous savons qu'un tel cas, nous le ressentons comme douleur. Mais cette pseudo-pulsion n'a pour but que de faire cesser l'altération de l'organe et le déplaisir qui l'accompagne. Un autre plaisir, direct celui-ci, ne peut être obtenu de la cessation de la douleur. En outre, la douleur est impérative, elle n'obéit qu'à l'action du toxique qui la supprime et à l'influence d'une diversion psychique. Le cas de la douleur est trop peu élucidé pour pouvoir servir en quelque façon notre propos. Prenons le cas d'une excitation pulsionnelle comme la faim, qui reste non satisfaite. Elle devient alors impérative. Elle ne peut être apaisée par autre chose que l'action de satisfaction. Elle entretient une tension de besoin constante. On est bien loin ici d'avoir à prendre en considération quelque chose comme un refoulement. Le cas du refoulement n'est donc assurément pas donné quand la tension résultant de la non-satisfaction d'une motion pulsionnelle augmente jusqu'à être intolérable. Qu'est-ce qui est donné à l'organisme comme moyen de défense contre cette situation ? Cette question devra être débattue dans un autre contexte. Tenons-nous-en plutôt à l'expérience clinique telle qu'elle s'offre à nous dans la pratique psychanalytique. Elle nous enseigne que la satisfaction de la pulsion soumise au refoulement serait assurément possible et provoquerait aussi à chaque fois du plaisir. Mais elle serait alors inconciliable avec d'autres revendications et d'autres fins. Elle créerait du plaisir à un endroit, du déplaisir à un autre. Il en résulte une condition pour le refoulement. Le motif du déplaisir doit acquérir une puissance supérieure à celle du plaisir de satisfaction. L'expérience psychanalytique des névroses de transfert nous force même à conclure que le refoulement n'est pas un mécanisme de défense présent à l'origine, qu'il ne peut s'instituer avant qu'une séparation marquée entre les activités psychiques conscientes et inconscientes se soit produite, et que l'essence du refoulement ne consiste qu'en ceci, mettre à l'écart et tenir à distance du conscient. Cette conception du refoulement pourrait être complétée par une hypothèse. Avant que l'organisation psychique ait atteint un tel stade, ce sont les autres destins pulsionnels, comme la transformation dans le contraire, le retournement sur la personne propre, qui s'acquittent de la tâche de défense contre l'émotion pulsionnelle. Nous pensons aussi, à présent, que refoulement et inconscience sont corrélatifs dans une si large mesure qu'il nous faut repousser le moment d'approfondir l'essence du refoulement jusqu'à ce que nous ayons appris davantage sur l'édification de la succession des instances psychiques et sur la différenciation entre conscient et inconscient. Autrement, on ne peut guère que rassembler, de façon purement descriptive, quelques caractéristiques livrées par l'observation clinique
en courant le risque de répéter sans changement beaucoup de choses déjà dites ailleurs. Nous sommes donc fondés à admettre un refoulement originaire, une première phase du refoulement, qui consiste en ceci que le représentant psychique de la pulsion se voit refuser la prise en charge dans le conscient. Avec lui se produit une fixation. Le représentant correspondant subsiste à partir de là de façon inaltérable et la pulsion demeure liée à lui. C'est là une conséquence des propriétés des processus inconscients dont nous parlerons ailleurs. Le deuxième stade du refoulement, le refoulement proprement dit, concerne les rejetons psychiques du représentant refoulé, ou bien telle chaîne de pensée qui, venant d'ailleurs, se trouve être entrée en relation associative avec lui. Du fait de cette relation, ces représentations connaissent le même destin que le refoulé originaire. Le refoulement proprement dit est donc un refoulement après coup. Du reste, on aurait tort de ne mettre en relief que la répulsion qui, venant du conscient, agit sur ce qui est à refouler. On prendra tout autant en considération l'attraction que le refoulé originaire exerce sur tout ce avec quoi il peut établir des liaisons. Il est vraisemblable que la tendance au refoulement ne réaliserait pas son intention si ces forces n'agissaient ensemble, s'il n'y avait pas quelque chose de déjà refoulé qui soit en mesure de recevoir ce qui est repoussé par le conscient. Influencés par l'étude des psychonévroses, qui nous révèle les effets importants du refoulement, nous sommes enclins à surestimer leur contenu psychologique et nous oublions trop facilement que le refoulement n'empêche pas le représentant de la pulsion de persister dans l'inconscient, de continuer à s'organiser, de former des rejetons et d'établir des liaisons. Le refoulement ne trouble en fait que la relation à un système psychique, celui du conscient. Il est d'autres choses encore que la psychanalyse peut nous montrer et qui sont importantes pour comprendre les effets du refoulement dans les psychonévroses. Elle nous montre par exemple que le représentant de la pulsion connaît un développement moins perturbé et plus riche quand il est soustrait par le refoulement à l'influence consciente. Il prolifère alors, pour ainsi dire, dans l'obscurité et trouve des formes d'expression extrêmes qui, une fois qu'elles sont traduites et présentées au névrosé, non seulement lui apparaissent nécessairement comme étrangères, mais même l'effraient en lui fournissant l'image d'une force pulsionnelle extraordinaire et dangereuse. Cette force trompeuse de la pulsion est le produit d'un déploiement non inhibé dans le fantasme et de la stase résultant d'une satisfaction refusée. La relation de ce dernier effet avec le refoulement nous indique dans quelle direction chercher la véritable signification de celui-ci. Mais si nous regardons encore une fois le refoulement du côté opposé, nous constatons qu'on ne saurait même soutenir qu'il tient tous les rejetons du refoulé originaire à l'écart du conscient. Quand ces rejetons se sont suffisamment éloignés du représentant refoulé, soit parce qu'ils se sont laissés déformer, soit parce que se sont intercalés plusieurs intermédiaires, alors sans plus d'obstacles, ils peuvent accéder librement au conscient. C'est comme si la résistance du conscient à leur endroit était fonction de leur éloignement par rapport au refoulé originaire. Dans la pratique de la technique psychanalytique, nous demandons constamment aux patients d'amener au jour ces rejetons du refoulé qui, en raison de leur éloignement ou de leur déformation, peuvent franchir la censure du conscient. Telles sont bien les idées incidentes que nous attendons de lui, au prix du renoncement à toutes les représentations, buts conscientes, à toute critique. À partir de celle-ci, nous reconstituons une traduction consciente du représentant refoulé. Nous observons à cette occasion que le patient peut dérouler ainsi une série d'idées jusqu'au moment où, dans le cours de celle-ci, il tombe sur une formation de pensée dans laquelle la relation refoulée agit avec une telle intensité qu'il doit répéter sa tentative de refoulement. Les symptômes névrotiques, eux aussi, doivent avoir satisfait à la condition énoncée plus haut. Ce sont en effet des rejetons du refoulé, des formations qui permettent au refoulé de gagner finalement cet accès au conscient qui lui était refusé. On ne peut évaluer d'une façon générale jusqu'où doivent aller la déformation et l'éloignement par rapport au refoulé pour que soit supprimée la résistance du conscient. Il intervient là une subtile pondération dont le jeu nous échappe, mais dont le mode d'action nous laisse deviner qu'il s'agit de ne pas dépasser une certaine intensité de l'investissement de l'inconscient, intensité au-delà de laquelle celui-ci s'ouvrirait la voie vers la satisfaction. Le refoulement travaille donc de manière tout à fait individuelle. Chaque rejeton du refoulé peut connaître un destin particulier, un peu plus ou un peu moins de déformation, et le résultat change du tout au tout. Dans ce même contexte, on peut comprendre que les objets préférés des hommes, leurs idéaux, découlent des mêmes perceptions et expériences que les objets qu'ils ont le plus en horreur.
ils ne se distinguent les uns des autres à l'origine que par d'infimes modifications. Il peut même se faire, comme nous l'avons vu dans la genèse du fétiche, que le représentant pulsionnel originaire ait été divisé en deux morceaux, dont l'un a subi le refoulement, tandis que le reste, précisément en raison de cette intime connexion, a connu le destin de l'idéalisation. Ce que produit un plus ou un moins de déformation peut aussi être obtenu, pour ainsi dire, à l'autre extrémité de l'appareil, par une modification des conditions de la production de plaisir des plaisirs. Des techniques particulières se sont formées qui visent à modifier le jeu des forces psychiques de telle sorte que ce qui habituellement crée du déplaisir puisse aussi devenir porteur de plaisir. Chaque fois qu'un tel moyen technique entre en action, le refoulement qui, sans cela, eût écarté le représentant pulsionnel, est supprimé. Jusqu'à présent, ces techniques n'ont été étudiées avec quelque précision que dans le cas du mot d'esprit. En règle générale, la suppression du refoulement n'est que passagère, il est aussitôt rétabli. Mais des observations de ce genre suffisent à attirer notre attention sur d'autres caractéristiques du refoulement. Il n'est pas seulement, comme nous venons de l'exposer, individuel, mais aussi extrêmement mobile. Il ne faut pas se représenter le processus de refoulement comme un événement unique suivi d'un succès durable, un peu lorsque l'on a abattu quelque chose de vivant qui désormais est mort. Au contraire, le refoulement exige une dépense persistante de force. Si elle venait à cesser, le succès de celui-ci serait mis en question. Un nouvel acte de refoulement deviendrait alors nécessaire. Nous pouvons nous représenter les choses ainsi. Le refoulé exerce, en direction du conscient, une pression continue qui doit être équilibrée par une contre-pression incessante. Maintenir le refoulement suppose donc une dépense constante de force. Le supprimer, cela signifie du point de vue économique une épargne. D'autre part, la mobilité du refoulement trouve aussi une expression dans les caractéristiques psychiques de l'état de sommeil, qui seul rend possible la formation du rêve. Au réveil, les investissements de refoulement qui avaient été retirés sont émis de nouveau. Enfin, il ne faut pas oublier que nous ne disons que peu de choses d'une motion pulsionnelle quand nous établissons qu'elle est refoulée. Elle peut, sans que le refoulement soit ici mis en cause, se trouver dans des états très divers, être inactive, c'est-à-dire très peu investie d'énergie psychique, ou bien être investie à des degrés variables et devenir par là capable d'activité. Cette activation n'aura certes pas pour conséquence de supprimer directement le refoulement, mais de déclencher tous les processus qui aboutissent à une pénétration à la conscience par des voies détournées. Quand il s'agit de rejetons de l'inconscient non refoulé, c'est souvent le degré d'activation ou investissement qui décide du destin de la représentation prise isolément. Il est d'expérience quotidienne qu'un tel rejeton demeure non refoulé aussi longtemps qu'il représente une petite énergie, bien que son contenu soit propre à provoquer un conflit avec ce qui domine dans la conscience. Mais le facteur quantitatif se montre décisif pour le conflit. Dès que la représentation choquante en son fond se renforce au-delà d'un certain degré, le conflit devient actuel, et c'est précisément l'activation qui entraîne le refoulement. Que la représentation voit son investissement en énergie accrue ou qu'elle se rapproche de l'inconscient, le résultat en ce qui concerne le refoulement est donc équivalent. De même, une diminution de cet investissement équivaut à un éloignement de l'inconscient ou à une déformation. Nous comprenons que les tendances refoulantes peuvent trouver dans l'affaiblissement du désagréable un substitut au refoulement. Jusqu'à présent, nous avons traité du refoulement d'un représentant pulsionnel en comprenant par cette dernière expression une représentation ou un groupe de représentations investies d'un quantum déterminé d'énergie psychique. L'observation clinique nous oblige maintenant à décomposer ce que nous avons conçu jusqu'alors comme un tout. Elle nous montre en effet qu'il faut considérer à côté de la représentation quelque chose d'autre qui représente la pulsion, et que ce quelque chose d'autre subit un destin de refoulement qui peut être tout à fait différent de celui de la représentation. Pour désigner cet autre élément du représentant psychique, le nom de quantum d'affect est admis. Il correspond à la pulsion, en tant qu'elle s'est détachée de la représentation et trouve une expression conforme à sa quantité dans des processus qui sont ressentis sous forme d'affect. Dorénavant, dans la description d'un cas de refoulement, il faudra rechercher séparément ce qu'il advient du fait du refoulement à la représentation et ce qu'il advient de l'énergie pulsionnelle qui lui est attachée. Nous aimerions énoncer quelques généralités sur chacun de ces deux destins. Cela nous sera possible une fois posés quelques jalons. Le destin général de la représentation représentant la pulsion peut difficilement être autre chose que de disparaître du conscient lorsqu'elle était auparavant consciente, ou d'être tenue à l'écart de la conscience
lorsqu'elle était sur le point de devenir consciente. La différence n'a pas d'importance. Elle revient à peu près à savoir si je renvoie un hôte indésirable de mon salon ou de mon antichambre, ou bien si, l'ayant reconnu, je ne le laisse pas même franchir le seuil de ma demeure. Le destin du facteur quantitatif du représentant pulsionnel peut être triple, comme nous l'apprend un rapide survol des observations faites par la psychanalyse. La pulsion est tout à fait réprimée, de telle sorte qu'on ne trouve aucune trace d'elle. Ou bien, elle se manifeste sous forme d'un affect doté d'une coloration qualitative quelconque, ou enfin, elle est transformée en angoisse. Ces deux dernières possibilités nous invitent à prendre en considération un nouveau destin pulsionnel, la transposition des énergies psychiques des pulsions en affect, et tout particulièrement en angoisse. Le motif et la finalité du refoulement, on s'en souvient, ne sont rien d'autre que l'évitement du déplaisir. Il en résulte que le destin du quantum d'affect appartenant au représentant est de loin plus important que celui de la représentation. C'est lui qui décide du jugement que nous portons sur le processus de refoulement. Si un refoulement ne réussit pas à empêcher la naissance ou de sensations de déplaisir ou d'angoisse, nous pouvons dire qu'il a échoué, même s'il a atteint son but en ce qui concerne l'élément représentation. Naturellement, c'est le refoulement manqué qui réclamera notre intérêt, de préférence à celui qui a réussi, lequel, la plupart du temps, échappe à notre étude. Tâchons maintenant d'acquérir quelques lumières sur le mécanisme du processus de refoulement, et surtout de savoir s'il n'y a qu'un seul mécanisme du refoulement ou s'il y en a plusieurs, et si chacune des psychonévroses ne serait pas caractérisée par un mécanisme du refoulement qui lui serait propre. Mais dès le départ de cette recherche, nous nous heurtons à des complications. Le mécanisme d'un refoulement ne nous est accessible qu'en remontant des résultats du refoulement jusqu'à celui-ci. Si nous limitons l'observation aux résultats concernant l'élément représentation du représentant, nous découvrons que le refoulement produit, en règle générale, une formation de substituts. Quel est donc le mécanisme de cette formation de substituts? Et ne faut-il pas distinguer là encore plusieurs mécanismes? Nous savons aussi que le refoulement laisse des symptômes derrière lui. Mais sommes-nous en droit de faire coïncider formation de substituts et formation de symptômes? Et si dans l'ensemble on peut le faire, le mécanisme de la formation de symptômes recouvre-t-il alors celui du refoulement? Il semble plus vraisemblable, jusqu'à nouvel ordre, de dire qu'ils sont nettement séparés, que ce n'est pas le refoulement lui-même qui produit des formations de substituts et des symptômes, mais que ceux-ci, en tant qu'indice d'un retour du refoulé, doivent leur apparition à de tout autre processus. Il semble également à propos de soumettre à l'investigation les mécanismes de la formation de substituts et de symptômes avant ceux du refoulement. Il est clair que la spéculation ne peut nous faire ici avancer davantage, mais qu'elle doit être relayée par l'analyse attentive des résultats du refoulement, tels qu'on peut les observer dans les différentes névroses. Mais je ne puis que proposer de différer également ce travail jusqu'à ce que nous soyons formés des représentations sûres concernant le rapport du conscient à l'inconscient. Simplement, pour ne pas laisser la présente discussion se dissiper sans aucun résultat, je poserai par anticipation que, petit 1, le mécanisme du refoulement, en fait, ne coïncide pas avec le ou les mécanismes de la formation de substituts. Petit 2, il y a des mécanismes de formation de substituts très différents les uns des autres. Et petit 3, il y a au moins une chose commune au mécanisme du refoulement, le retrait de l'investissement d'énergie. Je vais aussi, en me limitant aux 3 psychonévroses les mieux connues, montrer sur quelques exemples comment les concepts que je viens d'introduire trouvent une application dans l'étude du refoulement. Pour l'hystérie d'angoisse, je choisirai l'exemple bien analysé d'une phobie d'animaux. La motion pulsionnelle qui a succombé au refoulement est une position libidinale envers le père, couplée avec l'angoisse dont celui-ci est l'objet. Après le refoulement, cette motion s'est effacée de la conscience. Le père n'y apparaît plus comme objet de la libido. Comme substitut, on trouve à une place analogue un animal plus ou moins propre à servir d'objet d'angoisse. La formation d'un substitut de l'élément représentation s'est accomplie par la voie du déplacement, en suivant des connexions déterminées d'une façon particulière. L'élément quantitatif n'a pas disparu, mais s'est transposé en angoisse. Le résultat est une angoisse à l'égard du loup, à la place d'une revendication d'amour adressée au père. Naturellement, les catégories employées ici ne suffisent pas pour satisfaire aux exigences de l'explication du moindre cas de psychonévrose, fût-ce le plus simple. Il y a encore d'autres points de vue à considérer. Ce genre de refoulement, que l'on trouve dans le cas de phobie d'animaux, peut être caractérisé comme un refoulement fondamentalement manqué. Tout ce qu'il a réalisé, c'est d'éliminer la représentation et de lui substituer autre chose. L'épargne de déplaisir n'a absolument pas réussi. C'est pour cette raison que le travail de la névrose ne cesse pas, mais se continue dans un deuxième temps
pour atteindre son but le plus proche et le plus important. Ce qui se forme alors, c'est une tentative de fuite, la phobie proprement dite, un certain nombre d'évitements qui doivent empêcher la libération d'angoisse. Quant aux mécanismes par lesquels la phobie atteint son but, une recherche plus spécialisée nous permettra de les comprendre. Le tableau de la véritable hystérie de conversion nous conduit à une toute autre appréciation du processus de refoulement. Le fait saillant est ici que le refoulement peut réussir à faire disparaître complètement le quantum d'affect. Le malade fait preuve alors, vis-à-vis de son symptôme, du comportement que Charcot a nommé, je cite, la belle indifférence des hystériques. Fin de citation. D'autres fois, la répression n'est pas si complète. Une partie des sensations pénibles se lie au symptôme lui-même, ou bien une fraction de libération d'angoisse n'a pas pu être évitée. Cette libération d'angoisse qui, de son côté, met à l'œuvre le mécanisme de formation de la phobie. Le contenu représentatif du représentant pulsionnel est radicalement soustrait à la conscience. Comme formation de substitut, on trouve une innervation très forte, de nature tantôt sensorielle, tantôt motrice, soit excitation, soit inhibition. À un examen plus attentif, l'endroit surinnervé s'avère être précisément un fragment du représentant pulsionnel refoulé, fragment qui a attiré à lui, par condensation, la totalité de l'investissement. Naturellement, ces remarques, elles non plus n'éclairent pas l'ensemble du mécanisme d'une hystérie de conversion, elles laissent des résidus. Il faudrait tout d'abord y ajouter le facteur de la régression, qui sera pris en considération dans un autre contexte. On peut juger que le refoulement dans l'hystérie est complètement manqué dans la mesure où il n'est rendu possible que par de très importantes formations de substituts. Mais par rapport à la liquidation du quantum d'affect, véritable tâche de refoulement, il signifie en règle générale un plein succès. De plus, dans l'hystérie de conversion, le processus de refoulement s'achève avec la formation de symptômes, et il n'a pas besoin, comme dans l'hystérie d'angoisse, de se continuer en un second temps, ou à proprement parler, sans limite. C'est encore un tout autre aspect que va nous montrer le refoulement dans la troisième affection que nous considérons pour cette comparaison, la névrose obsessionnelle. Là, on se demande d'abord ce que l'on doit tenir pour le représentant succombant au refoulement. Une tendance libidinale ou une tendance hostile? L'incertitude vient de ce que la névrose obsessionnelle présuppose une régression par laquelle une tendance sadique a pris la place de la tendance tendre. C'est cette impulsion hostile contre une personne aimée qui succombe au refoulement. L'effet, dans une première phase du travail du refoulement, est tout différent de ce qu'il sera plus tard. Ce travail obtient d'abord plein succès, le contenu de la représentation est écarté et l'affect est amené à disparaître. Comme formation de substitut, on trouve une altération du moi, l'augmentation de la scrupulosité que l'on ne peut en toute rigueur appeler un symptôme. Ici, formation de substitut et formation de symptômes sont séparées. On apprend aussi quelque chose sur le mécanisme du refoulement. Celui-ci a réalisé, comme partout, un retrait de libido, mais il s'est servi à cette fin de la formation réactionnelle par renforcement d'un opposé. La formation de substitut a donc ici le même mécanisme que le refoulement et coïncide fondamentalement avec lui, mais elle se sépare chronologiquement aussi bien que conceptuellement de la formation de symptômes. Il est très vraisemblable que c'est le rapport d'ambivalence dans lequel est entrée l'impulsion sadique à refouler qui rend possible tout le processus. Mais le refoulement, qui avait bien commencé, ne tient pas. Par la suite, l'échec du refoulement s'affirme toujours davantage. L'ambivalence, qui a permis le refoulement par formation réactionnelle, est aussi le lieu où le refoulé réussit à faire retour. L'affect disparu revient, transformé en angoisse sociale, en angoisse morale, en reproche sans merci. La représentation écartée est remplacée par un substitut de déplacement, souvent par déplacement sur l'infime, sur l'indifférent. On ne saurait méconnaître la plupart du temps qu'il existe une tendance à rétablir intacte la représentation refoulée. L'échec dans le refoulement du facteur quantitatif, affectif, met en jeu ce même mécanisme de fuite par évitement et interdit que nous avons appris à connaître dans la formation de la phobie hystérique. Mais la représentation écartée du conscient est maintenue avec obstination dans cette position, parce que cela permet de se tenir à l'écart de l'action, d'enchaîner l'impulsion quant à la motricité. Ainsi, dans la névrose obsessionnelle, le travail du refoulement débouche sur une lutte sans succès et sans fin. La série limitée des termes ici comparés nous convainc que des recherches encore plus vastes sont nécessaires avant qu'on puisse y voir tout à fait clair dans les processus liés au refoulement et à la formation de symptômes névrotiques. L'extraordinaire entrelacement de tous les facteurs à envisager ne nous laisse qu'une voie pour les présenter. Nous devons choisir tantôt un point de vue, tantôt un autre,
et le suivre à travers le matériel aussi longtemps que son utilisation semble donner des résultats. Chacune de ces élaborations, prises isolément, pourra être en soi incomplète et ne pas éviter des obscurités, là où elle touchera à un domaine non encore élaboré. Mais nous pouvons espérer qu'en rassemblant finalement le tout, nous parviendrons à une bonne compréhension. Je vous remercie.